On est parti du coup pour la grosse preview entre les Nuggets et Miami. Les Nuggets qui ont réussi à aller jusqu'au bout pour le moment, c'est-à-dire au moins traverser tout l'Ouest. Certes, certaines équipes n'ont pas été au rendez-vous ou autant à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer, notamment les Suns, quand je pense à eux forcément quand je dis ça, mais même d'autres équipes à l'Ouest qui ont été un petit peu en deçà et qui n'ont pas réussi à autant gêner les Nuggets qu'on aurait pu le penser, hein. Je pense aussi aux Lakers quand je dis ça forcément, et je dis ça avec une petite amertume toujours forcément. Mais les Nuggets, ils étaient premiers de l'Ouest. Beaucoup de personnes n'avaient pas forcément confiance en eux pour aller faire un gros run de playoff et aller en finale NBA. Beaucoup de gens dans leur bracket, dans leur prono, etc., mettaient souvent Denver qui s'arrêtait avant les finales, peut-être au final, peut-être aux portes des finales, etc., sur de la finale de conf. Mais au final, Denver a montré pourquoi ils étaient numéro un. Pourquoi ils étaient numéro un de l'Ouest. Ils sont arrivés en playoff avec ce groupe hyper soudé, une attaque qui tourne du tonnerre parce que t'as un Nikola Jokic qui est tout simplement all-time dans ses playoffs et un Jamal Murray aussi à côté qui est juste incroyable en tant qu'électron libre. Et puis à côté, tous ces role-players qui font clairement le taf. Tous ces role-players qui font clairement le taf et qui envoient du lourd match après match. Donc voilà, c'est pas vraiment une surprise de voir les Nuggets quand même arriver en finale. Quand même, on parle d'une équipe qui était numéro un de l'Ouest, avec un double MVP dans ses rangs, un collectif qui est parfaitement construit, qui est parfaitement huilé, avec une vraie alchimie de groupe qui s'est créée, etc. C'est pas forcément une surprise de voir les Nuggets arriver ici, mais c'était pas forcément la tendance qui se dégageait un petit peu avant les playoffs. Donc, c'est quand même déjà un beau parcours pour les Nuggets d'arriver ici, d'aller choper la première finale de leur histoire NBA, c'est ce qui n'est pas rien déjà. Mais sauf que là, pour les Nuggets, t'as envie que d'une chose, c'est de conclure. C'est de conclure. Tu t'es offert la fenêtre de tir que tu attends tant depuis pas mal d'années, beaucoup d'années de travail pour arriver à ce moment précis. Et là, les Nuggets, tout ce qu'ils veulent, c'est réussir à ajouter une bague et ajouter une bannière, une très belle bannière d'ailleurs, dans leur antre à domicile, tout simplement. C'est le but, là. Une fois que tu es arrivé en finale, de toute façon, tu es là pour la gagner. Et c'est ce que doit se dire Miami. C'est ce que doit se dire Miami, parce que Miami, quel parcours incroyable. Alors, autant Denver, c'est c'est pas une surprise de les voir arriver en finale, autant Miami, c'est une surprise incroyable. C'est une surprise incroyable. Qui, avant les playoffs, avait pronostiqué que Miami irait en finale NBA? Bah moi je veux bien parler avec ces gens-là, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup déjà. Il y en a quelques-uns bien sûr, que ce soit des génies ou des illuminés, ou peut-être un petit combo des deux, je sais pas, parce que pour mettre Miami en finale au début des playoffs, vraiment, fallait quand même s'imaginer un truc de grand malade mental, parce qu'on parle quand même de Miami qui était là, qui a galéré dans le play-in, et qui au final après se retrouve à jouer contre les Bucks, à les taper, qui se retrouve et à les taper, pardon, mais à les taper avec l'art et la manière, hein. Clairement, c'était pas juste une petite fessée, c'était une bonne grosse gifle, tu vois, qui a fait dégager notamment Mike Budenholzer, le coach des Bucks. On a eu après cette série face aux Knicks, où on se pensait que les Knicks pouvaient être bien plus dangereux que ça. Mais au final, Miami, à l'expérience et avec une vraie discipline et une vraie profondeur d'effectif, a géré un peu ça. Au final, c'est clairement la série la plus facile que Miami a eu à faire pendant tous ces playoffs. Et puis du coup, après, on se retrouvait avec cette finale de conf, et donc avec une très belle affiche déjà, puisqu'on avait à nouveau une opposition entre Miami et les Celtics, troisième opposition en 4 ans à ce stade de la compétition. Donc voilà, ça montre aussi la régularité des deux équipes, hein. Même si Boston n'est jamais allé chercher le titre et Miami non plus, sur ces 4 années, ça montre quand même leur régularité à l'Est et une série de finales de conf qui a été très particulière forcément avec ce scénario où Miami mène 3-0 là et choque tout le monde tout simplement. Le monde entier qui est là en train de se dire mais what the fuck? Comment ça? Mais Miami, quand est-ce qu'ils vont s'arrêter en fait? Et tu te dis bon bah en fait peut-être que Miami va sweeper les Celtics. Au final, on a eu cette excellente réponse quand même de la part des Celtics, hein, qui ont réussi à revenir à 3-3 pour s'offrir un match 7.
Et là, on se disait, attention, ça va être le vrai test là pour Miami parce que tu viens de perdre 3 matchs d'affilée. Tu te retrouves dans un match 7 au TD Garden. T'as tout qui est aligné pour te faire fumer et être la première équipe de l'histoire de la NBA à se faire remonter un 3-0. Il y avait eu 150 équipes avant qui avaient mené 3-0 en playoff, et 150 fois, cette équipe-là avait gagné la série. Et c'était arrivé que 3 fois qu'une équipe aille chercher un match 7. Donc déjà, c'était légendaire quand même de la part de Boston. Mais au final, sur le match 7, Miami, eux, ils sont arrivés en mode patron, en mode non mais pourquoi vous vous inquiétez pour nous en fait? Faut pas vous inquiéter pour nous. En fait, on va arriver, on va les désosser. On va les désosser, les Celtics. Surtout que eux, bah, à Boston, ils vont bien de choc de l'autre côté, avec une adresse totalement dégueulasse, un Jason Tatum qui se fait un peu la cheville, etc. Bref, des Celtics, voilà, à deux visages, et ils avaient sorti le mauvais pour ce match 7. Et au final, c'est Miami qui arrive en finale. Et waouh, quel parcours de playoff! Quel parcours de playoff derrière un Jimmy Butler totalement incroyable sur tout le run de playoff. Franchement, un leader irréprochable, charismatique, qui arrive à refiler. Il a une confiance en lui. En fait, c'est tout un échiquier, un échelon. C'est-à-dire que Miami, la franchise en lui-même, et Spoelstra donnent énormément de confiance et de liberté à Jimmy Butler. Jimmy Butler, lui, redonne toute cette confiance à ses coéquipiers. Et c'est ce qui fait qu'on a un groupe qui est totalement galvanisé, qui est sur un run de playoff totalement incroyable. À l'image de la série de Caleb Martin, hein, qui a fait une série en 20 points avec 60% au shoot. Bon, bah tu te dis d'accord, comment ça mon ref? Comment ça mon ref? Qui l'avait vu venir ça en fait? Personne. Et personne n'avait vu venir cette solidité, cette capacité pour Miami à toujours répondre dans l'impact, dans l'intensité, à toujours être bien organisé, à toujours avoir une attaque qui tourne avec des joueurs qui sortent un peu de leur chapeau. Un coup c'est Gabe Vinson qui t'en met 28, un coup c'est Max Strus, un coup c'est Caleb Martin. Bam Adebayo, on va en reparler parce que lui il va avoir un rôle très capital sur cette série. Il a fait des playoffs plutôt en deux ci, en deux ça, un coup très bien, un coup un peu moins bien, toujours une bonne énergie en défense, etc. Mais des fois un petit peu déserment. Des fois en attaque, il arrive à très bien attaquer et à faire la différence quand il est lancé. Mais des fois, il s'obstine sur du jeu au poste où c'est pas vraiment là où c'est son avantage. Ou alors des fois, tu le sens un petit peu perdu, tétanisé des fois quand il est en attaque. On a eu un Bam Adebayo à deux visages, mais qui a quand même su répondre parfois quand Miami en a eu besoin. Et c'est le plus important. Donc voilà, on se retrouve du coup avec au final les deux équipes qui ont le mieux joué de ces playoffs dans leur conférence. Denver a proposé le meilleur jeu et a été la meilleure équipe, je dis bien équipe, de l'Ouest au final sur ces playoffs. Il y a pas trop de débat là-dessus. Et au final, bah, Miami aussi a été la meilleure équipe qui a été toujours constant et régulier sur les playoffs à l'Est. Et du coup, on se retrouve tout logiquement avec deux équipes bah, qui sont là parce que elles ont été constantes toujours sur les playoffs et qu'elles ont réussi match après match, tour après tour, à gravir les échelons pour aller chercher un petit peu déjà bah, ce Saint Graal, forcément ce Saint Graal qui est la bague, hein, ils s'en rapprochent tous les deux. Déjà forcément d'aller chercher une finale NBA pour ces deux franchises, c'est déjà forcément une satisfaction. Mais sauf que quand tu as fait des runs comme ça, quand tu vois que tu as une fenêtre de tir aussi importante pour Denver et aussi pour Miami, tout ce que tu veux maintenant, c'est la bague. Si tu perds après, tu en auras rien à foutre d'avoir été jusqu'en playoff. Tu retiendras juste que tu as perdu au pire des moments. Et de toute façon, c'est souvent ça, hein, comme un certain B2O l'a dit, hein, les vainqueurs l'écrivent, les vainqueurs racontent l'histoire. Et là, oui, arriver en finale NBA, par exemple, pour Miami, et c'est déjà un exploit monumental d'avoir réussi à renverser l'Est de cette manière. Mais sauf que tu veux pas faire partie de cette deuxième catégorie qui raconte l'histoire. Tu veux la vivre. Tu veux la vivre, ton histoire, et tu veux surtout écrire un petit peu plus l'histoire de ta franchise pour Miami. Et surtout, tu veux commencer à écrire l'histoire de ta franchise pour les Nuggets, puisque c'est leur première finale NBA. Et peut-être qu'ils pourraient aller peut-être qu'ils peuvent aller choper une bague dès leur première finale NBA au final. Dans tous les cas,
cette affiche pour les finales, comme je l'ai dit, hein, est très, très surprenante quand même, bien sûr. Mais elle en reste pas moins très alléchante parce que vraiment le jeu pratiqué par ces deux équipes sur ces playoffs, franchement, y a rien à dire. C'est du très très haut niveau. Bien sûr, avec des grosses différences de chaque côté. Même si, en vrai, il y a des différences de chaque côté. Mais quand j'ai analysé un petit peu, etc., j'ai regardé des petits trucs pour faire cette preview. Moi, il y a un petit truc qui m'a sauté aux yeux. C'est que quand même, au final, dans la construction de ces équipes, pardon, il y a quelque chose d'un petit peu similaire. Alors, je dis pas que c'est les deux mêmes équipes, attention, soyons mitigés, soyons nuancés. Mais en fait, je trouve que dans la construction de ces deux équipes, il y a quand même une petite part de similarité, puisque d'un côté Denver, tu as Nikola Jokic, ta superstar. À côté, tu as un excellent lieutenant qui est Jamal Murray. Donc tu te retrouves avec un duo qui est quand même dominant. Et autour, tu as des excellents role-players avec une vraie profondeur de banc où tout le monde connaît son rôle, tout le monde est capable d'apporter et tout le monde arrive à être constant souvent sur ce qu'il arrive à apporter. Et c'est aussi ça qui a fait la force des Nuggets sur les playoffs. Et de l'autre côté, pour Miami, bah en vrai, quand tu regardes, tu as aussi un peu cette construction similaire, c'est-à-dire que tu as ta superstar, donc Jimmy Butler. Alors oui, par contre, à côté, ton lieutenant, c'est censé être Bam Adebayo. Donc là aussi, tu as deux All-Stars. Tu as le duo Jokic-Murray All-Star et tu as le duo Butler-Adebayo. Les deux sont All-Star aussi. Mais Bam Adebayo sur ses playoffs n'a pas été l'excellent lieutenant non plus. Ça a été un lieutenant un peu irrégulier. Donc c'est là aussi où il y a une petite différence. C'est quand même que le duo, quand tu prends le duo juste comme ça, Jokic-Murray, et quand tu prends le duo Butler-Adebayo, bon clairement, il n'y a pas photo. Le duo Jokic-Murray est largement au-dessus. Puisque déjà, si tu prends en 1v1, si tu te dis, ok, Adebayo, enfin, si tu prends les deux superstars, Jokic et Butler. C'est pas vouloir faire offense à Butler avec les énormes playoffs qu'il a fait, mais Jokic est un meilleur joueur que Butler. Jokic est dans une autre catégorie. Jokic est dans la catégorie des plus grands de tous les temps. Déjà. C'est ça qu'il faut se rendre compte aussi. Et si tu prends après les deux lieutenants, Murray et Adebayo, pareil, Murray est au-dessus d'Adebayo, ça c'est indéniable aussi. Mais par contre, tu as cette construction un peu similaire avec un duo de All-Star et autour, et bah côté Miami aussi, là tu veux du role-player, bah là t'en as à foison aussi. Clairement, tu as un banc fourni, même si tu as quand même perdu Victor Oladipo juste avant les playoffs, qui pouvait être une option un petit peu intéressante parfois en fin de banc, qui pouvait t'apporter des petites choses intéressantes. Et puis surtout, tu as perdu aussi Tyler Hero. Donc ce qui fait que côté Miami, ta profondeur d'effectif est un petit peu moins profonde. Mais quand tu regardes là sur ces playoffs, ça reste toujours du sérieux, ça reste toujours très solide. Parce autour des deux role-players, tu as vraiment cette ribambelle voilà, de joueurs là qui sont là et qui peuvent sortir du lot. Et on l'a vu notamment dans la série face aux Celtics, hein. Un coup, c'était Duncan Robinson qui tabassait les Celtics. Un coup, c'est Kyle Lowry qui te met des gros shoots. T'as Cody Zeller qui vient et qui t'apporte parfois des petites minutes. Après, tu as Max Strus, tu as Gabe Vincent, tu as Caleb Martin. Voilà, tu as tous ces joueurs-là qui sont présents et qui répondent carrément présents, surtout aussi sur ces playoffs. Alors, oui, par contre, après, dans l'ADN des deux équipes, bien sûr que là, c'est très différent. Bien sûr que là, c'est très différent. Côté Miami, on est vraiment sur une équipe d'underdogs, de mecs sous-estimés toute leur vie. Voilà, j'en avais déjà parlé dans d'autres matinales. Miami, c'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs non draftés. Ils ont fait jouer plus de joueurs non draftés que de joueurs draftés sur les finales de conférence. C'est incroyable. Et cet esprit de revanche, cet esprit de combativité de tous les instants, cet esprit de voilà, j'ai toujours dû en faire plus toute ma vie, et ben ça me dérange pas et ça se répercute sur le terrain. Ça se répercute dans comment Miami aborde les rencontres, dans comment ils arrivent à être tout le temps agressifs, dans comment aussi ils ont soudé une vraie confiance autour de ce groupe, une vraie solidarité, parce que justement, ils ont tous un petit peu ce point commun d'underdogs, de mecs qui ont parfois été sous-estimés, de mecs en qui parfois on n'a pas cru, à l'image de Caleb Martin qui claque un énorme match sur le match 7, qui est clairement l'homme du match, hein, même sur le match 7, alors que quelques années auparavant, il a été coupé, 2 ans avant, il a été coupé par les Hornets. Voilà. Et tout ça, ça se ressent dans le jeu de Miami.
Ça se ressent, tu vois, cette volonté de se sortir les tripes sur le terrain à n'importe quel moment. Et ça, déjà, on sait que Miami, ils ont été comme ça sur tous les playoffs. Ça fait partie aussi de l'ADN de Miami, hein, bien sûr. Mais là, c'est encore plus fort avec cette équipe et avec les joueurs qui la composent. Et clairement, on sait que Miami, ils vont arriver dans cette série et qu'ils vont continuer à donner tout ce qu'ils ont. Parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à jouer, c'est comme ça qu'ils ont réussi à aller en finale NBA. C'est à toujours donner tout ce qu'ils ont sur le terrain, à toujours se battre, mais de la première seconde jusqu'à la dernière seconde. Et voilà, ils savent que c'est leur force. Ils savent que c'est leur force et leur leader, Jimmy Butler, est l'exemple parfait justement de cette immense combativité qu'il y a au sein de Miami. Côté Denver, on est sur un aspect plus différent, forcément. On a une équipe quand même, je pense, qui est bien plus talentueuse. Forcément, déjà, quand ton duo, c'est Jokic et Murray. Mais aussi, quand t'es role player autour, tu as du KCP. Tu as du Aaron Gordon. Aaron Gordon, on en va en reparler après, mais quelle progression incroyable. Il y a un moment, quand il était à Orlando, il y a plein de gens qui se demandaient est-ce que ce mec-là peut être titulaire en NBA. Et bah spoiler, il joue quasiment un des plus gros temps de jeu dans une équipe qui est en passe d'aller chercher une bague. C'est incroyable. Il est devenu un parfait role player qui s'est parfaitement intégré à ce collectif des Nuggets. Et puis à côté, j'ai pas cité du Porter Junior, j'ai pas cité du Bruce Brown, j'ai pas cité du Jeff Green, voilà, beaucoup de role players aussi très talentueux qui connaissent aussi le chemin pour certains, hein. Voilà, Jeff Green, il a quand même un sacré paquet d'expérience. Pareil, Bruce Brown aussi, ça a l'expérience des playoffs. Voilà. Mais côté Nuggets, on est surtout sur l'ADN de la franchise déjà, bien sûr, n'est pas du tout le même. Même l'ADN de cette équipe, alors oui, eux aussi, ils ont un petit côté quand même. Pas underdogs comme Miami non plus, mais ils ont un petit côté aussi où ils ont été beaucoup sous-estimés, notamment cette année, hein, où ils sont arrivés en playoff. Ils étaient premiers de l'Ouest et quasiment personne croyait en eux. Enfin, en tout cas, pas autant de monde qui croyait en eux par rapport au fait qu'ils étaient premiers de l'Ouest. Et, euh, et du coup, ils ont un petit peu ce côté revanchard, ce côté où ils ont envie de prouver aussi. Mais ils ont surtout ce côté voilà, très famille, très très soudé. Voilà, le trio Jamal Murray, Jokic et le coach Malone, ça fait des années qu'ils travaillent ensemble. Même pour certains role-players, voilà, commence à faire quelques années qu'ils sont là. Il y a eu des petits ajouts hein, qui font la différence aussi, hein, notamment, et ben, on voit KCP, ça a été un ajout de cette saison. Et bah, clairement, en playoff, il a fait du sale. Il a fait du sale, hein, notamment sur la série face aux Lakers. Clairement, KCP nous a fait très mal à nous les Lakers. À nous les Lakers. Donc voilà, et puis après on a un jeu du coup où en fait Denver n'est pas autant dans cette intensité énorme, etc. C'est un petit peu plus, je dirais pas stratégique parce que de l'autre côté, tout est ordonné à la perfection par le maestro Spolstra. Mais côté Nuggets, en fait, on a tellement du coup cette particularité d'avoir Nikola Jokic dans ton équipe que forcément, en fait, toute ton équipe est tournée autour de Jokic en attaque. Tout est tourné autour de Jokic, autour de son playmaking, de son scoring. Voilà, même si tu as Murray qui est un petit peu plus libre, mais c'est une équipe qui est vraiment très disciplinée et qui arrive à trouver beaucoup, beaucoup de failles aussi dans les équipes adverses. Mais en tout cas, voilà, ça va être une sacrée opposition de style, mais avec deux équipes qui vont être là pour en découdre, tout simplement. Là, on sait que ça va être. Parce que les Nuggets, ils paraissent un petit peu moins physiques, mais en vrai, quand tu regardes, non, 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 non. Ils sont vraiment physiques aussi, les Nuggets. Ça, faut pas se tromper. Ça, faut pas se tromper. Les Nuggets sont vraiment physiques. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, tac. On va partir du coup sur un petit peu plus. Là, on a parlé vraiment un petit peu de ce qui compose un petit peu les deux équipes, leur dynamique, etc. On va parler un petit peu plus, notamment de l'opposition là. Et notamment, on va s'attarder sur quelques facteurs X sur cette opposition. Mais avant ça, petit point du coup sur les stats des deux équipes en playoff. Je trouvais ça intéressant de les partager parce que déjà en fait, ça te donne un peu un aperçu des deux équipes, de leur ADN.
Même si du coup, eh ben, on voit notamment voilà, sur l'offensive rating et le defensive rating que les Nuggets sont tout simplement la meilleure attaque avec quasiment 120 points scorés sur ces playoffs. On l'a vu hein, de toute façon et c'est ça qui a été aussi, moi qui m'a surpris un petit peu, c'est que je savais que cette attaque des Nuggets était très forte, mais je les voyais parfois avoir quelques difficultés, peut-être des petits shoots qui rentrent pas, peut-être voilà, un Jamal Murray des fois un petit peu irrégulier, ou un Jokic qui parfois est vraiment bah, quand même pas mal défendu, et du coup bah, ça a créé des petites difficultés pour les Nuggets à scorer, etc. Mais au final, que dalle. Mais au final, que dalle, cette solidité offensive, cette capacité à avoir une vraie variation dans le jeu. Un coup c'est Jokic, un coup c'est Murray, un coup c'est les role-players. Voilà, on s'est toujours appuyé, on s'est toujours trouvé une solution en fait pour les Nuggets. Et c'est ça qui m'avait frappé notamment sur la série face aux Lakers, où en fait des fois les Lakers, bah, eux des fois galéraient un petit peu à trouver cette solution offensive, alors que les Nuggets en fait, ok des fois ils vont te louper, ils vont avoir un petit passage à vide, un petit passage plus compliqué, mais après ils vont toujours réussir à retrouver des solutions. Et c'est ça qui les a emmenés en fait sur cette série et qui les a fait faire la différence beaucoup plus facilement qu'on aurait pu le penser. Parce que on est quand même sur 120 points marqués et puis surtout, euh, l'adresse a toujours été au rendez-vous quasiment. Quasiment, il y a eu très peu de matchs où vraiment les Nuggets sont passés totalement à côté offensivement, tu vois. Et c'est ça qui a fait leur plus grande force. C'est que les role-players en plus jouent à un niveau excellent. Que ce soit du Porter Junior, KCP, etc. Tout le monde est très très bon sur les playoffs. Ce qui fait que bah, quand même Jokic est un petit peu plus discret ou quoi, que Jamal Murray même des fois loupe quelques shoots, et ben en fait tu peux te faire punir quand même par tout ce qu'il y a autour pour l'adversaire des Nuggets. Et c'est là où c'est très dur de réussir à faire déjouer les Nuggets. Je pensais qu'on aurait pu les faire déjouer, notamment en essayant de couper un peu plus le playmaking de Jokic, en essayant de le couper un petit peu plus du ballon, etc. Mais force est de constater que c'est quasiment mission impossible en fait. C'est quasiment mission impossible de couper Jokic du ballon. Il est trop fort là-dessus, peu importe la défense que tu vas lui proposer. Il arrivera toujours à s'adapter. Si tu lui laisses un peu trop d'espace, il va prendre des petits shoots et il va te les mettre. Si tu fais une prise à deux sur lui, il va tout de suite trouver un coéquipier démarqué. Et le problème, c'est que bah, tous ses coéquipiers sont chauds, hein, comme je l'ai dit. Et si tu lui laisses l'occasion d'aller driver vers le cercle, il va t'enfoncer tranquillement et il va aller mettre ces petits paniers là qu'il affectionne particulièrement, sur lequel il est tout simplement inarrêtable. Donc voilà, c'est aussi pour ça que les Nuggets ont une aussi grande attaque. C'est notamment parce que Monsieur Nikola Jokic est tout simplement au rendez-vous sur ses playoffs. Il nous sort des playoffs all-time en triple-double de moyenne, avec des grosses perfs au scoring, hein, notamment ces 50 points qu'il avait marqués. Bon, c'était dans une défaite, mais quand même. C'était dans une défaite aussi parce qu'il y avait Devin Booker et KD en face qui étaient tout simplement, mais qui marchaient même plus sur terre, quoi. Mais sinon, ouais, l'attaque des Nuggets a été vraiment impressionnante. Je pensais parfois qu'ils allaient avoir ces petits manques de régularité, comme on avait pu le voir par exemple des fois en, en saison régulière, sur la deuxième partie de saison régulière. Sauf que là-dessus, non, clairement, ils répondent totalement présents. Pour la défense, et ben voilà, comme je le disais, c'est pas une défense élite, ça c'est sûr, c'est pas leur plus gros point fort, mais ils ont réussi à step up quand même par rapport à la saison régulière, parce que vous voyez, là ils sont 8e en playoff avec 112 points encaissés. Sur la saison régulière, ils étaient que la 15e défense. Donc c'est là aussi où c'est fort. C'est là aussi où c'est fort et ce qui a fait que le run des Nuggets a été aussi impressionnant. C'est que leur attaque, elle était déjà très bonne, mais elle a réussi à step up et à être encore plus régulière en playoff. Et leur défense, on pensait que ça pouvait être un petit point faible. Au final, là aussi, ils ont réussi à step up. Ils savent que c'est pas leur force, mais ils savent qu'ils arrivent à défendre de manière intelligente, de manière collective. Ils savent que Monsieur Nikola Jokic n'est pas le plus grand dissuaseur, c'est pas la plus grande dissuasion que tu peux avoir dans la raquette, mais ils arrivent avec tous les joueurs autour qui défendent parfaitement comme il faut, à l'image d'Aaron Gordon quand il a défendu Kevin Durant sur la série face aux Suns. Et ben voilà, on arrive à proposer une défense qui n'est pas une défense élite, c'est sûr, mais qui est une défense intelligente et qui sait quand même faire chier un peu son adversaire. Et c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. On l'a vu face aux Lakers, et bah voilà, parfois ils ont laissé
des shoots ouverts à certains joueurs, hein, notamment du D'Angelo Russell ou d'autres, parce qu'ils sentaient que tout simplement, ils n'allaient pas forcément rentrer ces shoots et que c'est là-dessus qu'ils allaient les faire déjouer. Et c'est là en fait aussi où les Nuggets font un excellent run de playoff, c'est notamment sur cette capacité à avoir su s'ajuster un petit peu défensivement, à l'image de Porter Junior par exemple. C'est le parfait exemple. Porter Junior, il a toujours été décrié comme étant juste un pur shooter, un pur scoreur, mais qui en avait rien à foutre de la défense, etc. Et ben on le voit défendre sur ses playoffs. On le voit défendre sur ses playoffs. Et alors oui, pareil, c'est pas un défenseur élite, mais il se sert de son physique. Et voilà, ils arrivent tous un peu à compenser. Et voilà, ce qui auparavant pouvait être un peu une carence, et ben aujourd'hui ne l'est plus forcément. C'est pas un point fort, mais c'est pas un point faible non plus. Côté Miami, on a une attaque et une. Alors, on a une équipe plus équilibrée, on va dire. C'est-à-dire que les Nuggets ont vraiment une excellente attaque avec une défense moyenne, alors que Miami a une bonne attaque et une bonne défense, si on peut résumer, puisqu'ils sont du coup cinquième en attaque sur ces playoffs, Miami. Surtout, bah, en fait, pourquoi Miami fait pourquoi Miami fait un aussi gros run? Bah, c'est surtout là-dessus. Parce que la défense, qui soit la sixième défense de ces playoffs, jusque-là, il n'y a rien de surprenant. Yo Galactic, comment tu vas? Bah écoute, je suis en train de faire la petite preview de ces playoffs NBA. Donc écoute, installe-toi tranquillement. Et puis après, si tu veux, sur la fin de cette preview, on pourra en échanger un petit peu. Bah tranquille, écoute, hâte que les finales NBA commencent. Mais du coup, pour Miami, ce qui fait vraiment la différence sur ces playoffs, la défense, on sait que la défense de Miami, elle est toujours en rendez-vous. Ça fait partie. Je parlais de l'ADN de l'équipe tout à l'heure. Bon, bah, la défense, ça va avec Miami, hein. C'est les chaussures, les chaussettes, c'est pareil. T'es plus FC Butler pour la beauté du sport. Moi, je suis pour le beau jeu. Je suis pour le beau jeu, franchement. De toute façon, je vais donner mon petit prono après, mais que ce soit pour les deux équipes, ça sera amplement mérité. Mais ce qui fait surtout que Miami a réussi à faire ce run incroyable en playoff, c'est pas grâce à leur défense, puisqu'ils avaient la neuvième défense avec 112,8 matchs encaissés, alors que là, ils en ont 111,5. Donc voilà, elle est un petit peu meilleure, mais c'est pas non plus transcendant. Mais ce qui fait vraiment la différence, et là où le gap il est juste incroyable, c'est sur l'attaque. Ils sont la cinquième attaque des playoffs avec 116 points marqués, alors qu'ils étaient que la 25e attaque en saison régulière. Alors qu'en saison régulière, tu es censé attaquer bien plus facilement que quand même sur les playoffs. Normalement, en playoffs, les défenses se resserrent et tout devient plus compliqué en attaque. Là, pour Miami, ils ont fait un gap incroyable en attaque, mais notamment grâce à leur adresse à 3 points. Grâce à leur adresse à 3 points, j'en reparlerai après de cette adresse. Mais voilà, 34% pour Miami en saison régulière, seulement la 27e équipe. Et bah là, 39%, ils sont la première équipe. C'est tout simplement incroyable. Ce gap, ce step-up de l'attaque de Miami est vraiment incandescent. C'est insolent. C'est comme s'ils avaient pris feu sur le début des playoffs et qu'ils ne sont jamais refroidis en fait. C'est fou. C'est totalement fou. Et c'est pour ça qu'ils sont là et que voilà, ils ont réussi à gravir les étapes par étapes. Et que même quand on pensait qu'à un moment ça allait un petit peu redescendre pour eux, bah au final, jamais ça s'est essoufflé. Jamais ça s'est essoufflé. Butler supérieur à Kawhi, oula, attention quand même. Ça, Kawhi, faut se souvenir du genre que c'est quand même. Mais oui, c'est depuis 2019, oui, ça s'entend. Oui, ça s'entend. Surtout que depuis 2019, bah, quand même, deuxième finale pour Monsieur Jimmy Butler avec le hit. C'est quand même pas rien. Donc voilà pour notamment les évolutions. Enfin, voilà, on peut jauger un petit peu l'attaque et la défense avec ça. Mais après, voilà, je parle de Miami qui est la première adresse, la première équipe à 3 points. Bon, voilà. Voilà pourquoi aussi les Nuggets sont la deuxième meilleure, enfin sont la première meilleure attaque. C'est que en plus d'avoir un Jokic qui est dominant dans la peinture, et en plus avec un Jamal Murray, etc., beaucoup de joueurs qui aiment bien driver vers le cercle, les 3 points, il y a quand même 39% pour les Nuggets et ils sont la deuxième équipe là-dessus. Donc forcément là-dessus, ça fait la différence.
Et on voit de toute façon hein, l'attaque des Nuggets. On le voit sur ce true shooting pourcentage. Donc c'est-à-dire on prend un peu l'efficacité globale au shoot sur n'importe quel shoot. En fait, voilà, on fait un petit ratio et ça nous donne un pourcentage qui est intéressant à voir. Donc voilà, on n'est pas loin des 60% pour les Nuggets. Donc clairement, ils sont juste injouables là-dessus. Mais parce que aussi, bah, Murray, il a été on fire une bonne partie des playoffs quand même, avec de la grosse perf. Même s'il a été un peu irrégulier au début, mais là, sur la série face aux Lakers, il était tout simplement incroyable. Et que Jokic, tout le long des playoffs, il a envoyé du lourd. Donc c'est pour ça aussi que les Nuggets arrivent en étant la meilleure attaque de la, de ces playoffs, tout simplement. On voit que c'est deux équipes qui jouent avec une pace assez lente, hein, forcément. Même si Miami aime bien jouer en transition, par contre, Miami aime bien, grâce à sa bonne défense, notamment sa défense de zone hein, qu'on a vu qu'ils ont proposé face aux Celtics, ils arrivent souvent à aller grappiller des ballons, faire des interceptions, et du coup pour aller chercher des points en transition derrière. Mais sinon, c'est deux équipes qui jouent vraiment lentement, qui aiment vraiment bien jouer sur demi-terrain, mettre en place, etc. Donc c'est là aussi où ça va être très intéressant de voir cette confrontation. Parce que clairement, c'est deux équipes qui aiment vraiment exécuter du système. Hein. Spoelstra, lui c'est le maestro qui peut essayer de gérer chaque action depuis son banc. Du côté des Nuggets, et bah forcément, vu que tu as un Jokic qui est un joueur plutôt lent, etc., bah forcément, ça influe sur ta pace aussi. T'as pas envie de jouer à 10 000 à l'heure quand tu as Jokic dans ton équipe, ça c'est clair. Et voilà, du coup, ça va être très intéressant de voir cette opposition. Du coup, on va avoir vraiment deux équipes qui aiment vraiment exécuter sur demi-terrain pour pouvoir punir les carences défensives à ce moment-là. Ça sera vraiment un point très intéressant à suivre. Et puis sinon, oui, bon, après, les lancers francs, ça, on s'en fout. Euh, oui, ça, je voulais en parler aussi parce que quand même, je pense que ça peut être une des clés de la série et notamment, je vais en parler après sur le gros sujet que je vais faire ensuite qui va concerner la défense parce que pour moi, comme on dit, la défense gagne les titres et je pense que ça va être encore plus vrai sur cette série. Mais voilà, on voit aussi cette capacité au rebond offensif pour les Nuggets. Voilà, 30%, ils étaient la cinquième équipe sur ces playoffs, alors que côté Miami, on est seulement la neuvième équipe. Mais en fait, ce qui fait la différence surtout, c'est qu'en fait, quand tu as Nikola Jokic au rebond, il a toujours ce sens du placement, mais qui est tellement exceptionnel. Un véritable don là-dessus, vraiment, hein, on peut parler de ça. Et, euh, et en fait, c'est là où ça peut faire mal aussi à Miami, et je vais en reparler juste après dans la défense. Ça me fait une petite transition parfaite justement sur le plus gros facteur X de cette série pour moi. Parce que clairement, Jokic, il peut vite, si les Nuggets commencent à louper des shoots et que Jokic commence à grappiller un rebond sur deux, parce que, bah, on va voir, mais qui tu vas mettre pour défendre sur Jokic, ça va être la grosse question. Si Jokic commence à te grappiller bien trop de rebonds offensifs, clairement pour Miami, ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Donc voilà, il va falloir trouver des solutions. Mais clairement, ouais, c'est ça, c'est là où on les attend. C'est là où on les attend. Mais de toute façon, ça va être voilà, ce duel bien sûr. Mais avant de parler de ce duel, moi je veux parler de mon plus gros facteur X. Pour moi, le plus gros facteur X de cette série, comme je viens de le dire juste avant, pour moi, c'est la défense. Oui, l'attaque, les deux attaques sont très très bonnes sur ces playoffs. Les Nuggets sont la meilleure attaque. Miami est un petit peu en dessous, mais a proposé quand même vraiment du lourd, vraiment du lourd. Notamment avec cette adresse à 3 points qu'ils ont réussi à garder à un très très bon niveau sur tous les playoffs. Donc voilà, je pense que les deux attaques vont réussir à se répondre un peu coup pour coup. C'est deux attaques qui vont réussir à trouver des solutions. T'as pas mal de role-players, de profondeur de banc des deux côtés. Même si Mike Malone a sûrement l'avantage du talent pur, hein, je pense que l'équipe des Nuggets est plus talentueuse et c'est pas de disrespect de dire ça, hein, clairement, c'est pas de disrespect Miami de dire ça. Mais par contre, Miami a quand même pas mal de solutions offensives, pas mal de cordes à son arc. Et je pense que la vraie, grosse différence va se jouer tout simplement en attaque. Pourquoi va se jouer en défense, pardon. Ah, ça y est. Ça va se jouer en défense, tout simplement. Parce que, en fait, déjà,
juste côté Miami, comment tu vas faire pour défendre Nikola Jokic et Jamal Murray? Déjà, si tu avais juste Jokic à défendre, c'est déjà un enfer. Si tu avais juste Murray à défendre, ça aurait été chiant. Mais alors, les deux en même temps, waouh! Waouh, waouh, waouh! Comment tu vas faire? Bam, il sert à rien. Bah, Bam Adebayo, justement, j'ai dit que j'allais leur parler. Mais clairement, il va avoir un rôle qui va être. Mais je pense que c'est même le joueur qui va avoir le rôle le plus important quasiment côté Miami. C'est celui qui peut le plus influer sur cette série. Si lui arrive un petit peu à répondre présent, on peut avoir vraiment une très bonne série serrée et ça peut donner des chances à Miami. Si par contre, Bam Adebayo se fait ouvrir en deux tout le temps, et malheureusement, bah, je vois pas comment il peut faire en même temps, ça peut faire vraiment le jeu des Nuggets. Parce que le problème pour Bam Adebayo, c'est que, bon, oui, il est physique, il a un physique, il est capable. Il est capable, tu vois, Bam Adebayo, de s'envoyer de la grosse défense, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y a pas de souci là-dessus. On voit l'athlète que c'est, il peut monter jusqu'à l'horloge des 24. Ça, d'accord. Il est capable de faire voilà, c'est un joueur intelligent en défense, qui sait se servir de... C'est pas juste un physique, qui sait s'en servir aussi. Mais le problème, c'est qu'il est face à un défi qui est tout autre. Parce que, ok, d'accord, les Celtics, bon, il y avait du Robert Williams, du Al Horford, mais là, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Surtout que Bam Adebayo, en plus, il va être un peu esselé. Parce que la dimension physique des Nuggets, on s'en rend pas compte, mais elle est vraiment très sous-estimée. Parce que, en fait, côté Miami, on est sur une équipe qui joue très small ball, qui est au final très petite, puisque tu joues avec un intérieur qui fait 2,06, je crois, un truc comme ça. Voilà, Butler, c'est un des joueurs les plus physiques de ton équipe. Et après, là, on a vu des line-up avec du Gabe Vinson, Max Truss et Caleb Martin. C'était à peu près ça le 5 majeur. Et même sur le banc, au pire, t'as pas non plus beaucoup d'athlètes. Hein, parce que tu as notamment Duncan Robinson, Kevin Love. C'est pas vraiment des athlètes qui peuvent apporter un combat physique. C'est plutôt des joueurs qui vont être là pour écarter et t'apporter un vrai spacing. Mais après, tu as du Haywood Highsmith aussi qui peut peut-être avoir quelques minutes parce que bah, physiquement, il peut être intéressant. Mais sinon, en fait, c'est ça le problème pour Bam Adebayo aussi. C'est que déjà, juste si tu mets Bam Adebayo en défense juste en bung à bung sur Nikola Jokic. Pardon. Ah bah tu vois, je m'en étouffe en fait. Je m'en étouffe rien que d'y penser. Parce que Jokic, on l'a déjà vu, mais il lui a mis déjà des sauces. Bien sûr qu'il lui a déjà mis des sauces. Jokic, il est plus grand, il est plus costaud, il peut l'enfoncer au poste trop facilement. Et dès qu'il commence à travailler un peu au poste, etc., avec ses moves, c'est trop compliqué pour Bam Adebayo. C'est trop compliqué pour Bam Adebayo. Voilà, c'est... Comment il va faire? Comment il va faire? Parce que surtout que Bam, il va devoir donc être en mission. Enfin, peut-être, ça dépend. Alors ça, déjà, après, on va voir du coup les choix de Spolstra. Est-ce que le choix, ça va être un peu comme on l'avait vu parfois avec notamment, c'était qui? C'était les Bucks, je crois, qui avaient fait ça, notamment avec du PJ Tucker qui restait en bung à bung sur lui, etc. Et après, comme ça, on profitait plus de Yanis en dissuasion, par exemple. Est-ce que du coup, par exemple, ils vont lui mettre un, je sais pas, un Caleb Martin dans le short ou un truc comme ça? Juste un joueur qui reste tout le temps sur Jokic, mais au moins ça permet de libérer Bam Adebayo et qui joue plus en dissuasion dans la défense et que juste il se contente de pouvoir aussi gérer les drives aussi des autres coéquipiers. Parce que le problème, c'est que si tu mets Bam Adebayo en bung à bung sur Jokic, mais qui va pouvoir faire la dissuasion dans la raquette? Bam Adebayo, il va pas pouvoir faire la dissuasion dans la raquette et défendre sur Nikola Jokic. Déjà, défendre sur Jokic, c'est un boulot d'enfoiré qu'il est même pas sûr de pouvoir tenir. S'il doit commencer en plus à gérer en plus la dissuasion dans la défense, waouh, ça va lui faire du sacré boulot. Alors il est capable, hein, il est capable de faire de très bonnes choses, Bam Adebayo, mais clairement, ça va être costaud. Ça va être vraiment, vraiment costaud. Parce que oui, de l'autre côté, bah, ils ont des joueurs quand même. Genre, Michael Porter Jr., c'est con, mais t'as l'impression qu'il est frêle comme ça. Mais en fait, il est quasiment plus grand que tous les joueurs de l'équipe de Miami. Pareil pour Aaron Gordon. Aaron Gordon, c'est un sacré bestiau physique. Euh, donc voilà, tout. Même du Jeff Green. Jeff Green, il peut t'apporter une dimension aussi physique en sortie de banc qui peut te gêner aussi. Donc c'est là où vraiment physiquement, je pense que ça va être
ça peut être compliqué pour Miami. T'as pas de gros corps à balancer, tu vois, au charbon. Tu sais, t'as pas, genre, je sais pas, comme les Lakers avaient eu sur la finale 2020, où ils avaient balancé du Dwight Howard sur Jokic. Alors oui, des fois, ils prenaient des sauces, etc. Parce que oui, au niveau mobilité, bon, c'était un peu compliqué. Mais tu t'en foutais, parce que juste, ça te faisait une grosse masse là à envoyer sur Jokic, et qui te permettait du coup de pouvoir répondre à ce défi physique. Sauf que là, le problème, c'est que Miami, ils n'ont pas du tout de joueurs physiques comme ça. Et c'est là où c'est un gros problème. Miami a pas un banc de monstres non plus. Bah, ils ont un banc quand même intéressant, tu vois, du Kyrie, Duncan Robinson, Kevin Love, et Will Smith, etc. Ils ont quand même quelques aspects intéressants, mais en termes physiques, c'est vraiment très limité, ça c'est clair. Là, ça va être vraiment une opposition un peu entre une équipe très small ball et une équipe au final bah, un peu plus dominante physiquement, qui joue avec un gros pivot à l'intérieur, même si c'est pas un pivot des années 90 qui passe son temps sous la raquette, ça reste quand même un pivot dominant, même s'il aime beaucoup s'éloigner pour avoir la main sur le jeu. Si Jokic il commence à dire en fait, non, mais je sais que je peux m'éloigner et vous mettre des paniers sur la tronche. Mais en fait, juste ce que je vais faire, c'est prendre le ballon au poste et vous tabasser là-dessus. Et qui va pouvoir faire quelque chose? Personne, en fait. Et c'est là où ça peut être vraiment un immense calvaire pour Miami. Parce que du coup, bah, comment tu te retrouves à défendre Jokic? Et comment tu te retrouves. Et surtout, si on a des minutes où Bam Adebayo il sort parce il va pas pouvoir jouer 48 minutes avec cette intensité à s'envoyer de la mission tout le temps sur Jokic. Si on a des petites minutes pour Miami où t'as pas Bam Adebayo sur le terrain, mais par contre t'as Jokic de l'autre côté, attention, attention. Parce que en fait, tu sais quoi, tu vas mettre Butler, tu vas mettre Kevin Love. Waouh. Après, tu peux mettre du Kevin Love. En vrai, il a un QI défensif qui est intéressant. Et il peut réussir à gêner, tu vois, Jokic, à lui faire peut-être lui faire peut-être prendre un ou deux passages en force, des trucs comme ça. Mais ouais, ça sera pour respirer à la paille pendant 2 minutes. Mais sur toute une série, ça va être trop compliqué. Alors après, voilà, Bam, il est quand même un sacré défenseur, hein, voilà, et on parle de Bam Adebayo quand même. Il va pas sauter à la moindre feinte de Jokic, etc. Oui, Jokic a plus de taille, mais il peut lui rentrer un petit peu dedans physiquement, même si, bon, si Jokic en fait décide de l'enfoncer, Bam Adebayo, ça devient son petit, hein. Donc voilà, va falloir que le Heat fasse preuve de créativité là-dessus, que Spoelstra réussisse à peut-être. On va voir le plan de jeu du coup que va nous proposer Spoelstra, notamment pour cette défense sur Jokic. Parce que clairement, c'est peut-être ta plus grosse interrogation. Parce qu'en fait, si tu commences à laisser Nikola Jokic dominer cette série, ça va être un calvaire. Ça va être un calvaire. Donc voilà, ça sera un aspect tactique très 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 intéressant. Et de toute façon, voilà, le but pour Miami, ça va être vraiment de user Jokic, d'essayer de lui faire avoir le ballon le moins possible, je pense, hein, voilà. Même si on sait que c'est vraiment très compliqué. Parce que voilà, on l'a vu, hein, même face aux Lakers, qui eux avaient quand même du monde à envoyer. Et bah, on a essayé et ça n'a pas marché, quoi. Donc, si Jokic décide et continue à faire les playoffs qu'il fait et qu'il continue à rouler comme ça, les Suns ont essayé, les Lakers ont essayé. Il y a les Wolves qui avaient essayé, qui avaient eu quelque chose à peu près intéressant, mais en même temps, les Wolves, ils ont un front de courte qui est hyper garni, tu vois, avec du Gobert, du Towns, etc. Donc voilà, cette dimension physique, elle pourrait être quand même compliquée à gérer pour Miami en défense. Surtout que, comme j'ai dit, tu as cette question sans réponse qui est la défense autour de Nikola Jokic. Mais à côté, tu dois aussi faire attention à Monsieur Jamal Murray. Parce que vu la série qu'il vient de faire face aux Lakers, clairement, Jamal Murray va arriver sur un petit nuage. Il va vouloir continuer à tabasser son adversaire. Donc là, ça va être Miami. Avec des gros shoots à 3 points. Un jeu à mi-distance où il est vraiment très 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 fort là-dessus. Où il a énormément progressé, je trouve. Et surtout encore avec sa capacité à aller driver vers le cercle. Et comme je l'ai dit avant, si Bam Adebayo il est à fond sur Jokic, quand Murray il va commencer à aller vers le cercle, qui va être là pour essayer de le dissuader? C'est là où ça va être compliqué pour la défense du Heat de pouvoir gérer tout ça. Parce que même si, admettons, tu arrives à trouver une solution
qui marche un petit peu, où tu arrives un petit peu à faire un petit peu chier Jokic, tu vois, avec un peu des prises à deux au très bon moment, et ça lui fait lâcher la balle, etc. Murray, t'arrives à le dissuader un petit peu, etc. Parce que tu as peut-être du Butler, etc., qui peuvent aller un peu dessus et un peu le dissuader, qui peuvent un peu le gêner. Même si tu arrives à faire ça, après, il va rester tous les role-players autour. Et si tu commences à laisser des shoots ouverts à Porter Junior, alors oui, ils peuvent les mettre, mais ils peuvent aussi les louper, mais ils peuvent surtout les mettre quand même. Du Bruce Brown, tous les porteurs, du KCP, etc. Tu peux commencer à te faire punir au final par tous ceux qui sont autour. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu dans le match 4 face aux Lakers, c'est qu'il y a un passage au moment, alors je crois que c'est dans le troisième quart-temps, Jokic qui était dans sur trois cartons un peu timide offensivement, Murray qui rentrait quasiment pas beaucoup de shoot, etc. Et à ce moment-là, en fait, pour les Lakers, tu te dis, ok, t'arrives à plutôt mettre en place ton plan défensif, t'arrives à faire déjouer ce duo qui est tout simplement très très fort en attaque, avec une vraie connexion, une vraie alchimie en plus. Et dans ces moments-là, en fait, ceux qui nous ont fait mal, c'est autour. Parce que Porter Junior, il commence à te mettre une grosse filoche. KCP, il t'en met une. Après, t'as Bruce Brown qui rentre, il t'en met une. Jeff Green, il va chercher un ou deux ballons, il te met des paniers. Et là, au final, eh ben, tu te dis, eh ben, après, du coup, les Nuggets qui commencent à retrouver un peu du Jokic et du Murray, à ce moment-là, en fait, on était déjà mort. Donc c'est là aussi où ça va être... ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses pour la défense de Miami, quand même. Quand tu vois déjà, et puis surtout, quand tu vois déjà ce que Jalen Bronson avait fait dans la série face aux Knicks, clairement, Jalen Bronson avait fait du sale quand même à Miami. Même si du coup, le but en fait de Miami, ça avait été de un peu éteindre tous les autres joueurs et de laisser Jalen Bronson un peu, bah, pas libre, mais en tout cas de pas aller faire une prise à deux sur Jalen Bronson par exemple. Euh, on peut imaginer ce que Jamal Murray peut faire, hein. Parce que bon, Jalen Bronson, il a fait une super saison et des playoffs incroyables, mais Jamal Murray, il est juste incroyable. Surtout que c'est un très très bon joueur. Sans ballon aussi, Jamal Murray. C'est surtout ça. Surtout avec son jeu avec Jokic, où on voit les role-players, tac, qui viennent, qui mettent les petits écrans. Jokic en tête de raquette, le ballon. Non, le passé bas. Non, le passé. Non, et boum, au final, tu te retrouves avec un Jamal Murray qui est démarqué et qui soit te met un shoot sur la tête, soit va avoir la capacité pour aller driver, etc. Donc voilà, ça va être très très intéressant. Après tu as plus d'armes quand même pour empêcher Jamal Murray. Voilà, tu as du Gabe Vincent, tu as du Kylori, tu as Jimmy Butler, tu as Caleb Martin, même si peut-être que Jimmy Butler ça sera aussi sur d'autres missions, ça dépendra aussi à quel point Jamal Murray va être chaud dans cette série. Mais, euh, mais voilà, à quel point ils vont être réellement agressifs aussi sur la défense sur Jamal Murray. Parce que clairement, si t'as Jokic qui est bien dans ses playoffs et que tu commences à avoir un Murray là qui est aussi chaud que face aux Lakers, waouh, ça va être un enfer pour Miami. Ça va être un enfer pour Miami. Tu dois trouver des solutions là-dessus. Tu dois trouver des solutions là-dessus. Clairement, pour moi, c'est un des plus gros facteurs de cette série. C'est la défense. Et ça marche aussi de l'autre côté. Parce que là, j'ai surtout parlé de la défense de Miami sur l'attaque de Denver. Mais on peut parler de la défense de Denver sur l'attaque de Miami. Et surtout, sur un point pour moi qui va être très très intéressant à regarder, ça va être la défense qui va être proposée sur Jimmy Butler. Parce que là, oui, Jimmy Butler, bon, on l'a vu, hein, peu importe les défenses qu'il a, il fait partie de ces types de joueurs qui peut toujours réussir à s'exprimer. Mais réussir à s'exprimer comment? C'est-à-dire, il est en 35 8-6 ou est-ce qu'il est en 22 7-4 avec une adresse seulement à 42%, etc. Et qu'au final, oui, il pèse sur la rencontre, mais il est trop coupé du ballon, il est trop bien défendu, etc. Et du coup, ça annule un petit peu la bonne attaque de Miami aussi. Et surtout que je pense que là, on va avoir en plus un duel direct là qui est clairement acté quasiment. Je pense que c'est Aaron Gordon clairement qui va s'y coller. Alors peut-être qu'après sur la série, on verra, hein. Peut-être que sur la série, petit à petit, il y aura des évolutions et des ajustements. Mais clairement, je pense que Aaron Gordon, il va s'y coller bien vénère sur Jimmy Butler. À l'image de quand, comme sur la série face aux Suns, où Aaron Gordon a défendu face à KD et a réussi à gêner KD. Donc, bon, Butler est vraiment sur un nuage de confiance, ça y a pas à dire. Mais si Aaron Gordon a pu gêner KD sur des séquences défensives, j'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse aussi gêner
qui puisse aussi gêner Butler sur cette match-up. Il est vraiment, il est rapide, etc. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres joueurs qui vont s'y coller? Je sais pas. Du Porter Junior ou Jokic, non. Peut-être du KCP. Du KCP peut être une arme intéressante quand t'as pas Gordon sur le terrain. Si tu t'arranges pour Mike Malone d'avoir toujours KCP ou Gordon sur le terrain pour surveiller la mission Butler. Mais je pense que Gordon c'est le profil parfait pour résister à la force de Butler. Il a la vitesse, il a la taille, il a l'explosivité. Enfin, c'est un sérieux client, Aaron Gordon en défense quand même maintenant, hein. Et voilà, petite stat qui veut quand même dire beaucoup de choses. C'est un petit échantillon, mais en 3 saisons, Butler n'a marqué que 11,5 points pour 100 possessions lorsqu'il est défendu par Aaron Gordon, alors que Butler est à environ 17 points sur 100 possessions pour tous les autres défenseurs contre lesquels il a joué au moins 100 matchs. Donc on voit bien que Aaron Gordon vraiment a ce qu'il faut, a ce qu'il faut. Donc voilà. Alors après on verra, peut-être que Jimmy va jouer plus off-ball aussi, c'est-à-dire essayer de travailler plus sans la balle pour essayer plus de profiter des systèmes de son équipe pour recevoir la balle un peu plus démarquée, avoir le temps de peut-être prendre un shoot ouvert, avoir le temps de faire une feinte et pouvoir attaquer, etc. Mais parce que sinon, quand tu vas devoir jouer en bung à bung pour Butler sur Gordon, ça va pas être pardon, ça va pas être une mission simple, hein. Ça va pas être une mission simple, ça c'est clair. Mais ça sera une mission très très intéressante. Et puis voilà, de toute façon, après, sur la défense que va proposer aussi les Nuggets face à Miami, bah, tu sais que Miami, de toute façon, ce que tu veux pas leur laisser, c'est commencer à prendre feu à 3 points. Donc, et en plus, tu as des joueurs qui sont capables de défendre d'une très bonne manière quand même. Mais c'est clair que si côté Denver, t'as pas la meilleure défense, mais si tu as du Aaron Gordon qui défend sur Butler, que tu as du KCP, Murray qui sont un petit peu sur les extérieurs et tout ça, bah déjà en fait, tout de suite ça peut faire galérer l'attaque de Miami, hein. Tout de suite ça peut faire galérer l'attaque de Miami si tu mets l'intensité qu'il faut. Vraiment, vraiment, ça va parfois être compliqué, je pense, d'attaquer pour Miami. Ce qui peut faire vraiment aussi la différence et qui peut être un facteur aussi dans cette série, et qui va l'être, de tout simplement, ça va être l'adresse à 3 points du coup. Ça va être l'adresse à 3 points. Parce que là, comme on l'a dit, Miami, ils peuvent galérer. On a vu que Miami est la première équipe à 3 points sur ces playoffs, que Denver est la deuxième équipe à 3 points. Les Nuggets ont été plus réguliers, on va dire, avec tout un collectif qui répond présent sur ce secteur. Sauf que côté Miami, on a quelques joueurs qui prennent vraiment très chaud. Et voilà, est-ce que Duncan Robinson peut vraiment scorer sur cette série? Est-ce que Caleb Martin va continuer sur sa lancée des finales de conf? Est-ce que Gabe Vinson et Max Strus, qui mènent un peu l'équipe, etc., vont réussir à continuer à envoyer un gros volume avec une grosse adresse, Même Butler, qui est pas du tout connu pour être un shooter à 3 points, tourne à 35%. Donc clairement, l'adresse à 3 points, ça va être un vrai facteur X, parce que des deux côtés, bah, clairement, c'est quelque chose qui fait vraiment, vraiment la différence. Quelque chose qui fait vraiment, vraiment la différence. Mais c'est surtout pour Miami. Si Miami veut s'offrir une série serrée, si Miami veut essayer d'aller s'offrir cette bague, ils vont avoir besoin d'une adresse bouillante à 3 points. À l'image de la série et des matchs qu'ils ont gagnés face aux Celtics. Les matchs qu'ils gagnent face aux Celtics, à chaque fois, ils sont quasiment à 50% à 3 points, tu vois. Et bah là, par contre, si tu commences à réussir à proposer une telle adresse à 3 points avec du gros volume, etc., que tu arrives quand même à trouver un peu d'apport de Butler, un peu d'apport d'Adebayo, etc., et ben en vrai, ça peut vraiment, vraiment faire les bonnes affaires pour Miami. Et ils vont en avoir besoin de toute façon. Mais en même temps, bah, sur les playoffs, on se disait des fois, bon, ils vont arrêter à un moment, ils vont arrêter d'être adroits, etc. Bah, sauf qu'au final, sur tous les playoffs, quasiment, ils ont été hyper adroits. Ils ont été hyper adroits. Et voilà, 50% sur le match 3, enfin, sur le match, hop, 50% à 3 points sur le match 7 à Boston.
c'est quelque chose. C'est quelque chose. Quand même, 50% à 3 points sur du gros volume, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais du coup, voilà, ça va être très très intéressant de suivre ça. Et voilà, ça va être aussi là à Bam Adebayo, Jimmy Butler, etc. À tous ceux qui sont plutôt au playmaking quand même pour Miami. Parce que oui, Bam Adebayo, on peut l'attendre à ce qu'il pèse quand même aussi un peu offensivement. Parce que s'il est défendu par Jokic, alors oui, Jokic va lui mettre sûrement la sauce de l'autre côté, mais Bam Adebayo peut parfois lui répondre, etc. sur la dimension physique. Donc, et puis on a vu Bam Adebayo qui était souvent pas mal utilisé aussi en créateur, avec du petit pic sur un meneur, avec voilà du petit jeu aussi. Alors pas à la Jokic, attention, c'est pas ce que je vais dire. Mais des fois on a vu du Bam Adebayo en tête de raquette qui est là pour créer et trouver un espace ouvert pour un shooter à 3 points. Et clairement ça va être très important là-dessus. Mais voilà, on va voir, hein, clairement. Si Duncan Robinson, Caleb Martin, Gabe Vincent, Max Strus, Kyle Lowry, si tout cela il commence à être vraiment très chaud à 3 points, ça peut être vite un enfer pour les Nuggets en fait à défendre. Parce que oui, d'un moment, de l'autre côté, côté Nuggets, tu arriveras à marquer des points, etc. Mais 3 points, c'est toujours mieux que 2. Et si tu commences à prendre une ribambelle et vraiment une fusillade de la part de Miami, là, comme ils ont pu être capables de faire dans certains matchs de ces playoffs, bah pour les Nuggets, ça va être bien compliqué à contenir. Ça va être bien compliqué à contenir. Et on sait que la défense de Miami, même si elle va avoir un sacré quand même enjeu et une sacrée match-up, un sacré défi, voilà, c'est ce que je cherchais, un sacré défi à relever avec Jokic, on sait que la défense de Miami va être toujours très intelligente. Pourquoi? Parce que pour finir, il y a un truc dont on doit parler, c'est ce duo, ce... voilà, j'arrive plus à parler, ça y est. C'est ce duo de coach là, ce combat qu'on va avoir à distance entre Mike Malone et Spoelstra. Là, là pour coach Malone, là tu tombes face à un sacré morceau. Là, tous les coachs que tu as rencontrés avant dans tes playoffs et même peut-être dans toute ta carrière en playoffs, clairement, il n'y en a aucun qui est aussi fort, aussi incroyable que Spoelstra. Spoelstra, c'est un magicien, c'est un métronome, ça va être toujours le temps mort au bon moment. Voilà, dès que les Nuggets vont commencer à faire même un mini run, juste un truc, deux actions positives, boum, le temps mort de Spolstra au bon moment pour casser tout ça. Quand va falloir faire des fautes, parfois, il y aura les grosses fautes à faire. Quand va falloir trouver des ajustements parce qu'il y aura ceci ou cela qui fonctionne pas, et bah clairement Spolstra, on sait qu'il est toujours là. Il joue aux échecs. Il joue aux échecs pendant que les autres jouent aux dames. Donc forcément qu'il a toujours deux trois coups d'avance. Forcément que stratégiquement et tactiquement, Miami va juste être incroyablement en place. Et ils l'ont déjà été toute la série, enfin tous les playoffs, et notamment sur la série face à Boston. Ça a été l'exemple parfait avec cette défense de zone qui a totalement fait déjouer l'attaque des Celtics. Une très très bonne défense de zone, très agressive. Et voilà, Spolstra a trouvé la solution dans son sac magique. Et voilà, ça va être très très intéressant de suivre ça aussi. Parce que quand Spolstra va commencer à sortir des tours de magie de sa poche là, et que ça va commencer à permettre à Miami de faire un run de 8-0, tu vois, en 2 minutes, et ben comment Mike Malone va réagir dans ces moments-là? Comment il va réussir à se sortir? Comment il va réussir à, voilà, lui, Mike Malone, c'est un padawan, et en face, il a un Jedi qui est plus qu'expérimenté. Donc, clairement, ça va être un vrai défi. Ça va être un vrai défi là-dessus, et ça va être un combat très intéressant, très intéressant. Bien sûr, il a l'avantage de Miami, mais voilà, Mike Malone n'est pas du tout un mauvais coach, hein, c'est pas ça que je dis. C'est juste qu'en face, on a un des meilleurs coachs de tous les temps. Donc forcément qu'il y a un avantage pour lui. Forcément qu'il connaît parfaitement cette équipe de Miami, qui va savoir parfaitement quoi faire à quel moment, et qu'il a une capacité d'adaptation tout simplement incroyable, Spolstra. Alors après, bien sûr, il va pas inventer des joueurs non plus, il fera avec ce qu'il a aussi. Peut-être que des fois, même avec des adaptations, ça suffira pas. Ou peut-être que de l'autre côté, bah, des fois, il va faire des adaptations et que Mike Malone va pas réussir à répondre aussi. Donc ça va être très intéressant. Puis qui aurait osé parier Miami en finale? Bah pas grand monde, pas grand monde. À part Miami, hein, clairement, eux, ils étaient déjà bien confiants là-dessus de pouvoir aller en finale, chose que beaucoup de monde avait du mal à croire. Mais au final, voilà, derrière un immense Spolstra, bien sûr, Spolstra, on en parle moins. La cote de champion de Miami en début de saison était à 90. Waouh. Bah ceux qui, ah, les fans du fin fond de la Floride là, 70 champions de l'Est, bah déjà c'était pas mal.
les fans du fin fond de la Floride, là, qui ont dû poser une petite pièce là-dessus, tu sais, genre en mode, tu sais, on n'y croit jamais, mais on le fait quand même. Et qui ont été là, en mode, oh, waouh, comment ça, mon ref? Mais ouais, non, ça va être, ouais, tu mets 1000 balles, bah, t'es Gucci, hein. Mais non, ça va être, ouais, ça va être très très intéressant de voir ça parce que Spoelstra, bah, oui, on en a parlé pendant ces playoffs, mais on en a moins parlé que par exemple l'incroyable adresse de Miami, voilà, Monsieur Jimmy Butler, etc. Mais Spoelstra derrière, c'est lui qui est là, qui dirige tout ça. C'est lui qui dirige tout ça. Tout, tout est vraiment cadré chez Miami. Et c'est ça aussi où là, va falloir répondre à ça pour les Nuggets parce que les Nuggets, ils ont montré qu'ils étaient une équipe qui était capable de bien exécuter, etc. Mais sauf qu'en face, tu as le champion pour faire ça. Spoelstra, c'est le roi de l'exécution. Quand il va falloir prendre le temps mort au bon moment, mettre un système en place et aller coller 2 points, il va le faire. Il va le faire. Et c'est là où les Nuggets, on va voir comment ils vont être capables de répondre. Est-ce qu'ils vont montrer que non, 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 ils sont au-dessus et qu'ils ont aussi cette capacité d'exécution sur demi-terrain, que ça soit surtout offensivement, mais même des fois défensivement. Ou alors est-ce que des fois, eh ben, en fait, non, bah, le match en fait était très serré, les Nuggets auraient pu gagner, mais à la fin, il y a eu 2 actions un petit peu cafouillis pendant que Miami, c'est carré, ça sait où ça va et ça exécute parfaitement et ça les termine. Donc voilà, ça va être très 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 intéressant à suivre. Mais voilà, en tout cas, je pense que j'ai bien fait le tour du coup des différents facteurs de cette série. Rapidement, pour le match 1, il y a quand même un petit truc qui est forcément à noter, hein, c'est que bah, Miami a eu que 2 jours de repos. Ouais, c'est ça, 2 jours de repos là. Ah oui, non, ouais, il y a aussi 2 jours entre les matchs quand même aussi, ça c'est vrai que j'avais noté ça. Qu'il y aura 2 jours entre les matchs, donc ça va permettre peut-être à Miami de pouvoir se reposer un petit peu plus. Parce que là, pour Miami, quand même, tu arrives dans ce match 1, tu viens juste de finir la série avec Boston. C'était quand? C'était avant-hier, quoi. La fatigue, quand même, on les a sentis émoussés, hein, Miami, sur le match 7 face aux Celtics, même s'ils ont parfaitement répondu en intensité, etc. De A à Z, il y a rien à dire. Mais le repos n'est clairement pas le même. Les Nuggets ont eu une semaine de repos pendant que Miami a en gros 2 jours, quoi. Et surtout que Miami en plus doit se taper le trajet pour aller, pour aller à Denver, puisque le match 1 et le match 2 est à Denver. Donc clairement, ça va être intéressant de voir ça sur le match 1. Miami, quand même, voilà, ouais, si Miami avait mis 4-0 ou 4-1, je pense qu'ils auraient eu leur chance. Je sais pas, on verra. On verra. Je pense qu'on s'en rendra compte très vite de toute façon dès le match 1. Alors après, par contre, ça peut aussi faire l'effet inverse, c'est-à-dire que Miami, ok, ils vont être un peu moins reposés, mais eux, ils sont encore à fond dans la dynamique, tu vois. Genre, ils ont joué il y a 2 jours, tu vois. Genre, eux, c'est comme si la série de playoffs, elle n'était pas terminée, ça continue, tu vois. Ils sont vraiment dans la continuité. Alors que les Nuggets, quand même, ils ont vraiment eu le temps de se poser, tu vois, etc. Une semaine, c'est quand même assez long. Et dans ces moments-là, des fois, sur le Game 1, et bah du coup, on va peut-être voir que sur la première mi-temps, par exemple, et ben on va voir une équipe des Nuggets un petit peu moins dans le rythme, qui galère un petit peu à trouver son jeu, à trouver ses marques, etc. Et après, peut-être que sur au fur et à mesure de la rencontre, Denver commencera à retrouver son rythme qui a été le leur sur les playoffs. Mais peut-être que Miami peut réussir à faire une petite surprise sur le match 1, comme ça, en étant encore à fond dedans, avec l'expérience là, parce que j'en ai pas trop parlé ça, mais par contre, s'il y a bien un truc que Miami a clairement de leur côté et que les Nuggets ont pas forcément, en tout cas pas du tout autant, c'est clairement l'expérience. J'en ai parlé ici avec le coach, mais ça va sur toute l'équipe. Du côté de Miami, on a une équipe avec des vieux briscards qui connaissent le chemin. Butler, il a déjà fait des finales, il a déjà emmené Miami en finale. T'as Haslem, 44 ans. T'as Kevin Love, bon bah on n'en parle pas, il a gagné les finales avec LeBron. T'as Kyle Lowry, qui était dans le run de playoff quand ils ont gagné à Toronto. Donc, cette expérience et ce chemin de la bague là-dedans, Oladipo, ouais, bien sûr. Non, mais t'as des joueurs d'expérience qui sont là et qui peuvent vraiment apporter ce petit plus parce que on sait que l'expérience, ça peut vraiment jouer. On l'a vu l'année dernière, hein. On l'a vu l'année dernière dans la série entre les Celtics et les Warriors. Tu sens que ce qui a manqué surtout aux Celtics, c'était justement cette expérience de savoir comment gérer ces rencontres-là pour aller au titre.
Alors qu'à Denver, bah ouais, il y a moins d'XP, exactement. Celui qui a le plus d'XP, c'est KCP. C'est KCP qui avait été très bon d'ailleurs dans le run des Lakers, hein, dans la bulle. Ah ouais, Gordon, ouais, non, pas trop. Gordon, c'est une surprise, ouais, bien sûr. Mais même Jokic n'a pas une énorme expérience des playoffs, tu vois. Il a eu quelques tours de playoffs, etc. Murray aussi, un petit peu. Voilà, Murray et Jokic, c'est un petit peu, mais pas plus que ça. La plus grosse expérience de playoffs qu'ils ont jamais eue. Ils sont en train de la vivre, quoi, depuis un mois et demi. Donc, euh, donc voilà, ça pourrait faire la différence quand même. Parce que voilà, ça quand même, l'expérience, ça peut faire gagner des titres. Ça peut faire gagner des titres. Mais en tout cas, voilà. Je pense que, je pense que je vais passer sur le prono quand même. Petit prono, exactement. J'étais en train de regarder, je crois que j'ai bien fait le tour de tout ce que je voulais raconter un peu dans cette preview. Ça va être l'heure de passer au petit prono. Trrrr. Attention, attention, attention. Suspense. Parce que qui va aller chercher la bague? Est-ce que c'est monsieur Nikola Jokic qui remporte la bague, qui va chercher le premier titre de Denver sur sa première finale? Waouh, ça serait costaud. Ça serait sacrément costaud quand même. Est-ce que c'est Miami avec un run de playoff tout simplement incroyable? Et au final bah, avec tout ce qu'ils ont montré depuis le début des playoffs, les nombres de fois où ils ont été sous-estimés, ils arrivent encore une fois à aller au bout d'une série de playoffs, un huitième champion. Dans tous les cas, peu importe le côté que tu choisis, ça sera tout simplement légendaire. Ça sera tout simplement légendaire, tout simplement un petit moment d'histoire qui s'écrira, peu importe que ça soit du côté de Miami ou du côté de Denver que parte le titre. Et dans tous les cas, on s'arrêtera et on applaudira parce que franchement, ça sera mérité pour les deux équipes et il y aura absolument rien à dire. Il y aura absolument rien à dire. Si c'est Denver qui va chercher le titre, eh ben on dira bravo, vous avez été les plus forts. Et si Miami va chercher le titre, eh ben on dira bravo, vous avez été les plus forts et vous avez fait un round de playoff incroyable. Dans tous les cas, c'est l'histoire qui va s'écrire. Dans tous les cas, ça va être juste incroyable. Mais si je dois donner un petit prono, je vais quand même donner un avantage à Denver. Oui, à Denver. 4-2, 4-3, je sais pas, j'hésite un peu entre les deux. 4-2 plutôt, je pense. Mais je pense que j'en ai bien parlé dans cette preview. J'en ai bien parlé dans cette preview. Pour moi si Jokic en fait fait ses finales déjà, bah en fait c'est déjà un enfer. Parce que je vois pas Jokic faire ses finales et à côté, genre que tous les joueurs de Denver se mettent à s'effondrer, à être catastrophiques, à pu rentrer un shoot, etc. Peut-être qu'il y aura un ou deux joueurs, etc., qui vont être un petit peu en deçà des fois, et d'autres, voilà, ça va alterner. Peut-être que Murray va être un match un peu chaud, un match un peu moins, etc., qui sera un peu plus irrégulier que sur la série face aux Lakers. Mais malheureusement pour Miami, même si, comme tu dis, j'aurais souhaité que Butler gagne, et moi aussi j'aurais bien aimé que Butler gagne, parce que le run de playoff qu'il a fait est tout simplement légendaire, et que même s'il s'arrête là et qu'il ne gagne pas cette finale, on s'arrêtera et on l'applaudira quand même, parce que c'était juste incroyable. Mais forcément, ce qui compte toujours plus, c'est la consécration au bout, c'est la bague, c'est l'important, c'est de finir, et ça marche aussi pour les playoffs. Mais voilà, pour moi, c'est pour ça que j'ai parlé en plus gros facteur X de la défense, notamment de la défense de Miami, parce que pour moi, alors par contre, si la défense de Miami commence à réussir à faire contenir l'attaque des Nuggets, attention, attention. Même si là, à l'heure actuelle, j'ai du mal à voir comment, Spoelstra, c'est un génie et il peut nous sortir des coups du chapeau qui sont tout simplement incroyables. Parce qu'en fait, même si Denver arrive à attaquer comme ils ont envie un petit peu et tout, et que Miami galère un petit peu quand même en défense à vraiment faire baisser l'attaque des Nuggets, je pense que la série sera quand même ouverte, hein. Je pense que la série sera quand même ouverte et que les matchs vont quand même être serrés. Parce que je pense que Miami, en fait, ils sont tellement sur un nuage qu'ils vont continuer à avoir de la grosse adresse à 3 points. Butler, même s'il va être défendu par Aaron Gordon,
Alors peut-être qu'il marquera pas 35 points à tous les matchs, mais je le vois bien quand même peser sur les rencontres. Et voilà, la franchise de Pat Riley, c'est Spoelstra, c'est l'ADN. C'est pas le genre d'équipe qui va en playoff et qui se prend un sweep. Même si, quand tu prends l'écart de talent et quand tu vois le duo Murray-Jokic, comment il peut faire des dégâts pour Miami, et ben en fait, n'importe quelle autre équipe de Miami avec ce roster-là, peut-être qu'il se prendrait un sweep dans la tronche, tu vois. Et que clairement, la série, elle serait un peu à l'image de celle des Lakers. Jamais loin, mais jamais dedans, tu vois, un peu. Mais là, je pense que Miami, voilà, de toute façon, on sait qu'ils vont arriver, ils vont être morts de faim, ils vont être combatifs comme jamais. Et ils vont jamais rendre la tâche facile à Denver. Même quand ils vont être menés de 12 points parce que Jokic et Murray sont trop chauds, qu'à côté les role-players rentrent leurs 3 points, etc. Mais Miami, jamais ils lâchent. Jamais ils lâchent. Et il suffit qu'ils te mettent, que tu loupes deux paniers et que toi et qu'eux ils mettent deux paniers à 3 points pour que ça y est, ils se mettent à y recroire très rapidement. Donc clairement, ça va être une superbe opposition. Je pense que les matchs vont être vraiment très intéressants, vraiment souvent engagé, souvent disputé, et ça se jouera peut-être souvent dans le quatrième quart-temps. Mais en fait, je vois pas les Nuggets encore perdre à la maison, peut-être. Je pense on peut se diriger sur une série où peut-être que les Nuggets, ça se trouve, vont en gagner deux chez eux. Peut-être que Miami va réussir à en gagner deux chez eux, et que après les Nuggets vont gagner le cinquième match chez eux, et par contre, peut-être que le sixième, les Nuggets vont le gagner à Miami, tu vois. Donc au final, bah, sur 6 matchs, tu vois un 4-0 Denver? Non, moi je vois pas un 4-0 Denver. Non, je pense pas. Miami est trop une équipe de caractère pour ça. J'ai vu des gens, hein, j'ai regardé un peu des pronos de certaines previews, d'autres pronos, etc. Il y en a qui ont mis du 4-0 et franchement, en fait, je peux le comprendre. Je peux le comprendre parce que c'est pas pour rien que j'ai fait tout un long déroulé sur la défense de Miami, sur la défense qu'ils vont devoir proposer. Parce que avec la fatigue, et puis voilà, avec la fatigue, avec le fait que si, surtout en fait déjà, vu que t'as Jokic, voilà, Jokic déjà, Jokic déjà, il peut te faire trop mal. Jokic, il peut tourner en 35 points, 15 rebonds, 12 passes. 35 points, 15 rebonds, 12 passes. Et si à côté de ça, les jeux, ils sont juste bons, et ben en fait, ça te suffit pour prendre la série. Alors du coup, si vraiment tous les autres autour, ils sont chauds, ça peut devenir un enfer pour Miami. Ça peut devenir un enfer pour Miami. Donc c'est pour ça, je peux comprendre le 4-0. Je peux comprendre le 4-0, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, Miami est trop une équipe de caractère et sur tout ce qu'ils ont montré sur ce run de playoff. Encore une fois, je les mets perdants, hein. Désolé Miami, je vous ai mis perdant contre les Bucks, je vous ai mis perdant contre les Knicks, je vous ai mis perdant contre les Celtics. Trois fois, vous m'avez bien fermé ma petite bouche. Mais là, même si, là, j'aurais bien envie de vous mettre gagnant parce que ça me ferait tellement plaisir de voir Butler aller chercher une bague. Parce que je me dis que Jokic, il aura le temps peut-être d'aller en chercher d'autres. Mais que surtout, là, Butler, cette bague, ça serait juste la consécration incroyable d'une carrière tout simplement énorme. Mais là, j'ai eu beau retourner dans tous les sens, je vois pas comment. Je vois pas comment. Ou alors, vraiment, faut que le Nuggets passe à travers alors oui, Jokic fait un peu ses stats, mais il est que en 28, 12, 11, 28, 12, 9, tu vois. Que Murray, il est très irrégulier, et qu'à côté, vraiment, les role-players se mettent à jouer comme des billes. Ça fait beaucoup de si quand même. Les Nuggets, ils ont montré aussi qu'ils avaient cette solidité quand même. Donc, non, après, je pense que de toute façon, Denver est le grand favori. Et de toute façon, je pense que Miami, ils sont bien contents. Ils sont bien contents, ça leur va parfaitement. Ils ont été les sous-estimés et les laissés pour compte là sur tous les runs de playoff. À chaque fois, dès qu'ils passaient un tour, tout le monde se disait bon bah c'était cool pour ce qu'ils ont fait avant, mais pour la suite ça va être chaud. Et à chaque fois, ils ont fait que de fermer des bouches. Donc Miami, ça leur fait pas peur d'arriver en tant qu'underdogs comme ça. Jouer des matchs à l'extérieur, là, ils ont joué tout. De toute façon, ils ont jamais eu l'avantage du terrain. Donc là, d'aller jouer deux matchs à Denver et d'essayer d'en prendre un, clairement, ça leur fait pas peur non plus. Et c'est là où je pense que la série va être ouverte aussi, c'est parce que cette mentalité et ce qu'a proposé le Heat dans le combat, dans l'intensité, etc. Même si oui, ils ont des carences qui vont être très très dures à, à résoudre, bien sûr, ce qu'ils ont dans le cœur et ce qu'ils ont dans les tripes, clairement, ils vont balancer tout ça sur le terrain et, euh, et ça donnera une série serrée. Ça, j'en suis quasiment persuadé. Vraiment, je serais très très étonné de voir une série
de voir une série genre où c'est pas serré, tu vois. Genre ça voudrait dire que vraiment une des deux équipes totalement passe au travers. On verra. Mais en tout cas, voilà, hâte de voir le début de ces finales NBA. En tout cas, parce que ça va être un pur régal. Ça va être un pur régal. Et voilà, on a, comme je l'ai dit en début sur l'intro, on a les deux meilleures équipes qui s'affrontent, avec les deux meilleurs joueurs des playoffs de chaque côté. Deux équipes avec une histoire magnifique. Franchement, c'est le sport qu'on aime. C'est Ball Don't Lie, encore une fois. Et voilà, encore une fois, ça en fait ses preuves. Ça en fait ses preuves. C'est ceux qui travaillent depuis de longues années avec les mêmes groupes qui sont souvent récompensés. Et encore une fois, c'est le cas. Encore une fois, c'est le cas.